Voilà, bonjour les amis de la route, les amis camping-caristes. Aujourd'hui, on va se poser la question. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais mis sur Internet, celle où j'ai fait l'entretien du réfrigérateur Trimix, qui a été vu, je crois, déjà plus de 2300 fois. Eh ben, merci à vous. Hein. Puis si ça peut vous aider à faire l'entretien et puis à vous éviter des pannes, eh ben, moi je suis, ça me fait plaisir de vous donner un petit coup de main. Comme je vous l'avais dit dans cette vidéo, je vais vous parler de la conception des comment sont construits les camping-cars et pourquoi ils sont construits de cette façon. Et c'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est possible de vivre toute l'année dans un camping-car et ça, vous ferez vous-même votre propre réponse en fonction de ce que je vais vous dire par rapport à la conception d'un camping-car et pourquoi il est conçu comme ça. Donc aujourd'hui, les constructeurs, quels qu'ils soient, ils ont deux défis. Hein. Construire un camping-car qui ne va pas dépasser les 3,5 tonnes de poids total en charge, mais aussi un camping-car qui va vous donner, qui va vous laisser une charge utile. Quand vous arrivez à avoir sur un camping-car une charge utile de 500 kg, c'est une belle charge utile. Hein. Je parle des camping-cars qui ne dépassent pas les 3,5 tonnes de poids total en charge. Hein. Donc quand un constructeur il arrive à vous faire un camping-car qui vous donne 500 kg de charge utile, c'est déjà un beau défi. Je vous dis sincèrement, 500 kg, vous avez déjà une belle charge utile parce que souvent les camping-cars ont moins de 500 kg de charge utile. Mais on va partir sur cette base-là. Un camping-car qui va faire à vide 3 tonnes et puis qui ne devra pas dépasser les 3,5 tonnes de poids total en charge. Il faut savoir que dans le poids total en charge, il y a les personnes transportées. Donc si vous partez à 4, en couple avec vos enfants, on va dire à 4, vous avez, de 280 kilos, tiens, on va faire un peu moins, les enfants, ça pèse un peu moins lourd, donc on va dire, allez, on va dire 250 kilos pour les personnes les 4 personnes qui sont transportées dans le véhicule. Donc si vous avez une charge utile de 500 kg, 250 kg, vous avez déjà 250 kg en moins. Il ne vous reste plus que 250 kg. Il faut savoir aussi que quand vous achetez votre véhicule neuf, et bien souvent ils ne sont pas équipés. Il va falloir les équiper. L'équipement, on va dire, ce qu'on prend le plus souvent en option, c'est le haut-vent à l'extérieur, pour se mettre à l'ombre quand il fait chaud, manger dehors à l'ombre et tout ça. La télévision avec son antenne. Alors, parlons de l'antenne. Il y a des gens qui vous disent sur Internet, qui font des vidéos en vous disant non, mais de toute façon, vous n'avez plus besoin d'antenne. Avec Internet aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'antenne. Alors c'est vrai, si vous avez un forfait illimité, vous n'avez plus besoin d'antenne. Mais attention, attention, si vous sortez de la France, vous avez quand même beaucoup de forfaits qui sont en Internet, qui sont limités. Moi, j'ai un forfait tout illimité en France, tout illimité au niveau des appels, des SMS et des MMS sur l'Europe, sur tous les pays européens. Mais en ce qui concerne l'Internet, j'ai 25 gigaoctets par mois. Donc, 25 gigaoctets par mois, si vous voulez regarder un film tous les soirs et vous partez 3 semaines en vacances à l'étranger, je vous dis, vos 25 gigaoctets, vous n'en avez pas assez. C'est même pas la peine d'y penser. Quoi. Donc voilà, écoutez pas les gens qui vous disent non, c'est plus la peine de mettre une antenne satellite. Non, attention à ce que vous allez faire. Si vous partez réellement en vacances et que vous n'avez pas un forfait internet illimité partout en Europe, eh bien ça va vous coûter ça va vous coûter cher quoi. Ou alors ce sera pas possible de regarder tout le temps la télé. Enfin tout le temps à un moment vous aurez plus assez de gigaoctets pour regarder la télé. Donc voilà, réfléchissez bien à ce que vous faites avant d'écouter les gens qui vous disent non, il faut plus d'antenne satellite, ça sert plus à rien. Hein. Moi je dis que si vous restez en France, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous allez à l'étranger, souvent on en a besoin parce que si vous avez un forfait illimité euh, avec de l'illimité en internet sur toute l'Europe, c'est des forfaits qui coûtent quand même relativement cher. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Hein. Moi je dis pas prenez ci, prenez ça, c'est à vous de voir. Ou prenez un forfait cher et puis vous aurez la possibilité d'avoir de l'internet partout en Europe illimité, ou vous prenez un bon rapport qualité-prix et vous n'aurez pas de l'internet en illimité en Europe, et là il vous faut une antenne satellite. Donc voilà,
Ça, c'est la parenthèse pour l'antenne satellite, parce que moi je vois beaucoup de gens maintenant qui vous disent sur internet, il n'y a plus besoin d'antenne satellite. Bah, ça marche pas à tous les coups. Et si vous allez au Maroc en hiver, pour ceux qui vont au Maroc en hiver, alors là c'est encore pire, quoi, parce que là vous n'êtes plus en Europe, et votre forfait illimité, eh bien, vous pouvez le mettre là où ça fait mal, on va dire. Hein. Bon, voilà. Et puis la troisième option que vous prenez, souvent, bah, c'est les panneaux solaires. Tout le monde fait monter des panneaux solaires en option quand il achète un véhicule neuf. Donc, quand vous parlez de panneaux solaires, vous avez le ou les panneaux que vous allez mettre sur le toit du véhicule, vous avez le câblage, vous avez les appareils pour charger, pour contrôler et puis charger la batterie, puis vous avez la batterie ou les batteries. Ça dépend de ce que vous allez mettre comme installation solaire, quoi. Donc voilà, alors quand vous avez mis ça, un auvent, une antenne satellite, une télé, et puis donc l'installation solaire, ben, je pense que là on a déjà mis 120 kilos. Vous voyez, 120 kilos plus 250 de passagers. Vous voyez, on est à 370 kilos. Sur 500, il vous reste 130. Dans les 130 kilos, eh bien, vous allez avoir tout ce que vous allez mettre dans le camping-car. Vous allez avoir vos habits pour 4 personnes. Vous allez avoir vos couchages pour 4 personnes. Vous allez avoir votre vaisselle. Vous allez avoir toutes vos petites affaires de toilette, shampoing, savon, shampoing, ouais, les produits pour la douche et tout ça. Bon, un petit conseil, hein, si vous voulez si vous voulez pas vous embarrasser avec tout ça, avec les shampoings et tout ça, moi, ça fait longtemps que je voyage et j'utilise du savon d'Alep. Avec le savon d'Alep, vous pouvez prendre la douche, vous lavez les cheveux, vous voyez les cheveux que j'ai, moi, je les lave toujours au savon d'Alep. Chez moi, il n'y a plus de shampoing. Même chez moi, il n'y a plus de shampoing. J'utilise le savon d'Alep. Vous partez pour 15 jours avec vos enfants avec un bon savon d'Alep ou un bon savon de Marseille. Moi je vous dis savon d'Alep parce que j'ai l'habitude d'acheter celui-ci, mais aussi un bon savon de Marseille. Et puis avec ça, vous allez économiser un petit peu au niveau des produits pour la douche, pour les shampoings, parce que vous avez les shampoings pour les enfants, les shampoings pour le papa, pour la maman, enfin bref, prenez un bon savon d'Alep. Et puis là, vous allez gagner un petit peu en place et en poids au niveau de vos produits pour faire votre petite toilette. Voilà, alors cette parenthèse fermée, bah oui, donc je vous disais, hein, on va avoir tout ce qu'on a dans le camping-car, la vaisselle aussi, hein, la nourriture que vous allez acheter, vous allez faire le plein de nourriture avant de partir. Et puis la boisson, hein, l'apéro, le saucisson, ouais, les coca pour les gamins, voilà quoi. Et puis il faut pas oublier aussi que dans le coffre, vous allez mettre une table de camping, vous allez mettre des chaises de camping, vous allez mettre pour les petits bricoleurs qui se disent tiens, je vais peut-être prendre une petite pièce à outils, on sait jamais, si des fois des petites choses à réparer, j'aurai ce qu'il faut. Vous voyez, dans le coffre, il y en a qui vont mettre un petit groupe électrogène, pourquoi pas. Il y en a qui vont mettre un petit four à micro, enfin voilà, on met ce qu'on veut dans le coffre, mais on prend ce qu'on a besoin. Et ça, c'est uniquement si vous partez en vacances. Ça, c'est juste pour les vacances. Mais imaginez que vous voulez vivre à l'année dans un camping-car. Eh bien, vous allez vous y mettre en plus. Parce que si vous partez en vacances, eh bien, vous allez, si c'est l'été, vous allez prendre des affaires d'été uniquement, vous n'allez pas prendre des affaires d'hiver. Mais si vous habitez toute l'année, vous allez prendre des affaires d'été, des affaires pour le printemps, des affaires pour l'automne, enfin c'est plus ou moins les mêmes, été, printemps, automne, c'est plus ou moins les mêmes, des affaires pour l'hiver, et puis si vous partez toute l'année dans un camping-car, vous aurez peut-être besoin d'un vélo, ou d'un petit scooter, ou je sais pas, d'une trottinette, ou enfin tous ces petits trucs qu'on peut aujourd'hui utiliser pour se déplacer. Et moi je pense que le mieux,
si vous voulez aller faire des courses, que vous êtes garé quelque part, vous voulez rester quelques jours, et puis il vous faut un petit peu de sel, un petit peu de pain, un petit peu de poivre, enfin, le mieux c'est d'avoir un vélo, hein, parce que la trottinette, pas facile de mettre des courses dessus, le sac à dos, pourquoi pas, la roue, pareil, pas évident de ramener des courses avec quand vous êtes sur une roue, voilà, le vélo, hein, un vélo, pourquoi pas un petit vélo électrique, que vous allez recharger quand vous serez branché. Donc tout ça, ça pèse, et croyez-moi, on est vite aux 500 kg de charge utile que généralement on a droit. Hein. Et je vous dis, quand vous avez 500 kg, c'est une belle charge utile, hein, parce qu'il y a des camping-cars, vous n'avez pas 500 kg de charge utile. Souvent, vous avez moins que ça. Mais voilà, on reste sur une charge utile de 500 kg. Donc, voilà, en fonction de ce que vous allez faire, si vous partez en vacances ou si vous partez à l'année avec, eh bien, vous aurez beaucoup plus d'affaires dedans si vous partez à l'année. Ça, c'est clair, c'est évident. Hein. Mais si vous partez en vacances, vous pouvez avoir aussi 4 vélos pour vous, 2 pour les gamins. Si vous êtes 4, voilà, ça pèse aussi 4 vélos. Hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que... Tout ça pour vous dire, bah, il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a pas un camping-car qui roule à 3,5 tonnes. Un camping-car qui part en vacances, ou un camping-car qui roule, où quelqu'un reste toute l'année dedans, c'est pas possible. On est tous en surcharge. Tous. Moi, j'ai un qui fait 4 tonnes et demi. Je suis quasi tout le temps en surcharge. Donc, alors, eh bien, il y a des gens qui vivent dans les camping-cars toute l'année. Souvent, ils sont seuls. Voire à deux maximum. Alors, ouais, si vous n'êtes pas une brute, si vous êtes un petit peu, si vous savez un petit peu manier tous ces placards, tout ce que vous avez dans un camping-car, avec un petit peu de douceur, bon, vous allez pouvoir un petit peu le préserver. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que donc ces constructeurs, ils ont ce défi de vous faire un camping-car qui va vous laisser de la charge utile, et pour ça, eh bien, ils emploient des matériaux assez légers. Et qui dit léger, bah, dit fragile. C'est pas pour... il faut pas ça pour... il y en a beaucoup qui disent, ouais, bah, de toute façon, c'est tous les mêmes, les constructeurs, ils nous construisent ça avec de la M, 3 petits points, et puis, et pour s'en mettre plein les poches. Ben, ouais, enfin, ils s'en mettent plein les poches, peut-être. Ça, c'est pas un problème. Moi, ça me dérange pas. Les gens qui travaillent, qui s'en mettent plein les poches, ça me dérange pas du tout. Mais leur principal problème, c'est pas ça. C'est pas de s'en mettre plein les poches. Leur principal problème, eh bien, c'est de construire un véhicule qui va être plus ou moins solide, plus ou moins, hein, et puis qui va vous laisser cette charge utile. Donc, eh ben, ils emploient des matériaux un peu plus fragiles. Moi, par exemple, je vois là, sur ce camping-car, je suis assis, en dessous du coussin, il y a un coffre, et puis le coussin, il est posé sur une planche de copeaux pressés qui fait à peu près à peine 1 centimètre d'épaisseur. S'ils avaient pu mettre plus épais, eh bien, ils l'auraient fait. Ils l'auraient fait sans aucun problème, parce que comme c'est pas de l'épaisseur standard, je pense que cette plaque-là, elle coûte plus cher que quand vous avez une épaisseur standard. L'épaisseur standard, c'est ce qu'on utilise le plus, et donc c'est ce qu'il y a de moins cher. Même si c'est plus épais, ça va être moins cher qu'une épaisseur qui n'est pas standard. Donc s'ils avaient pu mettre plus épais, ils l'auraient fait. Simplement, c'est qu'à force de mettre plus épais là, plus épais en face, et plus épais à droite, plus épais à gauche, eh bien, ils n'arrivent plus à avoir une bonne charge utile. Une bonne charge utile. On va dire une charge utile correcte. Donc c'est pour ça. Vous avez des bacs à douche qui sont en plastique, et bien parce que c'est léger. Vous avez les lavabos de salle de bain qui sont en plastique parce que c'est léger. Vous avez les éviers qui sont en inox parce que c'est pareil, c'est parce que c'est léger. C'est tout des produits qui sont légers, mais qui sont fragiles. Donc quand vous achetez un camping-car, la première chose à faire, c'est de regarder le bac à douche s'il n'est pas fêlé. Des fois, il faut appuyer dessus pour voir vraiment s'il n'est pas fêlé, parce que ça arrive qu'avec l'âge et puis le nombre de passages qu'il y a eu dedans, c'est soit fêlé, mais c'est fragile. C'est fragile. C'est des bacs de douche en plastique. Donc, ça reste fragile. Alors, vous avez des gens qui vivent à l'année dans des camping-cars que
qu'ils ont aménagé eux-mêmes. Alors souvent, ils ont aménagé ça dans dans des véhicules poids lourds, des autocars, des autobus, des camions. Et donc ces gens-là, ils vont se retrouver avec une grosse charge utile. Vous voyez, si vous prenez un camion, on va dire un camion de 19 tonnes, hein, poids total recharge 19 tonnes, qui va faire en fonction de ce que vous allez mettre comme caisse dessus, mais par exemple si c'est un frigo, si c'est un camion frigorifique, votre camion il va faire à peu près une douzaine de tonnes à vide. Eh bien, il vous reste, pour aller à 19 tonnes, il vous reste 7 tonnes. Vous allez pouvoir construire votre camping-car avec des matériaux solides, puisque vous avez 7 tonnes pour construire votre camping-car et aussi pour vous garder une charge utile. Donc, si vous mettez 4 tonnes de matériaux dans votre camping-car que vous allez construire vous-même, il vous reste encore 12 et 4, 16, il vous reste encore 3 tonnes de charge utile. La charge utile, on en a parlé, c'est ce que vous allez mettre dans votre camping-car pour y vivre. Donc à partir de là, c'est possible, et en plus de ça, vous allez pouvoir vous permettre de mettre des matériaux qui vont être beaucoup plus solides, de bonne qualité. Donc pour ces gens-là, vous voyez beaucoup sur Internet des gens qui partent à l'année dans des véhicules équipés comme celui-ci, des gens qui ont équipé des autocars, des gens qui ont équipé des camions. Eh bien, pour eux, partir à 4 ou à 5, eh bien c'est possible. C'est possible. Parce que les matériaux seront beaucoup plus solides. Mais les constructeurs, eux, ils ont cette problématique de vous garder une charge utile. Alors voilà, on construit léger. C'est pour ça que aujourd'hui, on a des camping-cars qui sont en polyester ou en aluminium, parce que ce sont des matériaux qui sont légers. Hein. Vous avez aussi des camping-cars qui sont construits une face, souvent la face extérieure en aluminium, et puis une couche de polyuréthane au milieu, et puis une couche de polyester pour la face qui va être à l'intérieur du camping-car. Bon, ça c'est déjà pour les camping-cars d'un peu haut de gamme. Hein. Et voilà, sinon ça va être du polyester, c'est léger. Et puis sinon de l'aluminium, quoi. Mais pourquoi on prend pas de la tôle? Et ben parce que de la tôle, une structure tôle pour un camping-car, ce sera beaucoup trop lourd. Vous voyez les fenêtres qui sont, mis à part à l'avant, vous avez des fenêtres en verre, tout le reste sont du plastique, des fenêtres qui sont en plastique. Parce que le plastique est bien plus léger que les fenêtres en verre. Donc voilà, les constructeurs, moi, je veux pas être l'avocat du diable, hein, parce qu'il y en a qui font quand même du matériel, ouais, hein, on va pas les citer, je suis pas là pour ça, moi, mais vraiment, il y en a qui font du matériel de bas de gamme, alors vraiment du bas de gamme, hein. Voilà, mais en attendant, ces constructeurs, eh bien, sans vouloir être l'avocat du diable, eh bien, ils ont cette contrainte. Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de vivre à l'année dans un camping-car, parce que vous vous retrouvez dans un véhicule qui est fragile. Moi je dis toujours, quand je parle de mon camping-car, je dis toujours aux gens à qui j'en parle que c'est une maison en carton. Bah oui, c'est vrai, c'est une maison en carton. Et vraiment, pour que vous preniez conscience que ces véhicules sont très fragiles, bien, il faut vous dire ça. C'est une maison en carton. C'est une maison en carton. Il faut être... faut vraiment... C'est des véhicules qu'il faut quand même manier avec douceur. Hein. Moi, des fois, je suis un petit peu braque comme ça. Je crois pas que je pourrais... Je passe beaucoup de temps hein, dans mon camping-car, hein, mais voilà. J'arrive le soir, je dors, je mange, je dors. Puis le lendemain matin, je refous le camp et puis je suis pas là de la journée. Hein. Ou des fois même, je pars plusieurs jours, donc ça va. Hein. Mais si je devais être toute la journée dans un camping-car et puis encore la nuit et tout ça, je pense que j'aurais beaucoup de casse, moi. Bon, je suis bricoleur, donc je répare moi-même. Je répare ce que je casse, mais quand même, quand on peut éviter de passer du temps à réparer ce qu'on a cassé parce qu'on est un peu brut comme ça, voilà, c'est quand même mieux de faire autre chose que de réparer nos conneries. Ah, tout ça pour vous dire que le camping-car est un véhicule fragile.
vraiment très très fragile. Et c'est pour ça que moi, y vivre à l'année, pour moi c'est c'est un petit oui, un petit oui, vraiment un petit oui, hein. Il y a vraiment beaucoup de conditions pour vivre à l'année, hein. Pas plus de deux. Il faut s'appeler douceur, être un petit peu bricoleur aussi. Parce que si vous n'êtes pas bricoleur, que vous devez à chaque fois chez un concessionnaire pour faire réparer votre véhicule, à la fin de l'année, ça va vous coûter un bras, hein. Donc voilà, il faut être un petit peu bricoleur, quoi. Et puis faire beaucoup de choses soi-même. Donc un petit oui, et voilà, la raison c'est que c'est trop fragile, c'est vraiment trop fragile un camping-car pour vivre l'année. Moi, le conseil que je peux vous donner pour ceux qui veulent vivre en camping-car, eh bien, passez votre permis poids lourd et puis achetez un camping-car aménagé poids lourd, un camion ou un autocar qui a été aménagé, ou alors achetez-le et puis si vous êtes bricoleur, eh bien, aménagez-le vous-même ou achetez la base et puis après vous voyez avec il y a des gens aujourd'hui qui font du super bon boulot qui construisent des camping-cars poids lourds. Alors les matériaux seront totalement différents. Les matériaux qu'ils vont employer ou que vous allez employer pour construire ce genre de véhicule, eh bien, seront totalement différents, des matériaux beaucoup plus solides. Et donc là, à partir de là, vous pourrez commencer à vous dire, ben, je vais habiter dedans toute l'année. Voilà, c'est pour ça que aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui voudraient acheter des camping-cars, se lancer dans le camping-car, parce qu'avec avec cette crise sanitaire là, ce qu'ils ont appelé au début le Corona, après ils l'ont appelé le Covid, après ils l'ont appelé la Covid. On ne sait pas pourquoi ça change, hein. On ne sait pas pourquoi ça change tout ça, mais il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Moi, je l'appelle le Corona Circus. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui l'appellent aussi le Corona Circus. Et il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer par rapport, justement, suite à cette crise sanitaire, qui veulent se lancer dans le camping-car. Et aujourd'hui, ça devient compliqué de trouver un camping-car d'occasion. Il y a des gens qui ont un petit peu peur de se lancer pour l'achat d'un camping-car. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'acheter un camping-car quand on n'y connaît rien, quand on est novice. Comme je vous le disais, c'est des véhicules qui sont assez fragiles. Donc en plus de ça, acheter un truc d'occasion, on ne sait pas comment il a été mené par l'ancien ou les anciens propriétaires. Donc il faut quand même être très méfiant quand vous achetez un camping-car d'occasion. Et moi j'ai décidé de vous aider. Alors moi je vais reprendre le travail à partir du 15, hein. Je ne dis pas que j'aurai toujours le temps de vous aider. Mais j'essaierai de prendre un petit peu de temps pour vous aider. Et donc pour ça j'ai déjà fait une adresse une adresse mail où vous pourrez me contacter. Je la mettrai en bas de la vidéo. Enfin, je vais la mettre sur la vidéo. Et vous la verrez sur la vidéo. Et puis, comme ça, vous pourrez me contacter si vous voulez un petit peu d'aide pour acheter un camping-car. Si j'ai un peu de temps, je pourrais me déplacer, aller voir pour vous des camping-cars que vous avez sélectionnés. Ou alors, vous pourrez me dire ce que vous cherchez comme camping-car, dans quel budget vous avez pour acheter un camping-car, et puis bah, moi je pourrais aussi chercher sur internet, après vous les proposer, et puis après aller les voir pour vous, et puis les inspecter de A à Z, parce que comme je vous le disais, un camping-car c'est très fragile. On a aussi le problème des infiltrations d'eau. Ça c'est le plus gros problème d'un camping-car. Les problèmes d'infiltration d'eau. Donc il ne faut pas se faire avoir avec ça. Et puis il y a plein de petites choses qu'il faut savoir regarder pour acheter ce genre de véhicule. Donc je vous donne mon adresse mail. Si vous voulez me contacter, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi me contacter sur cette adresse mail. Elle va s'inscrire sur la vidéo.
Donc vous me contactez là et puis je vous dirai comment on peut faire pour essayer de vous trouver un camping-car. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Voilà, sachant que je vous dis, hein, je vais reprendre le boulot. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, qui n'ont pas lu, j'ai un petit peu expliqué sur ma chaîne là. C'est, je crois, dans la fenêtre à propos. Qu'est-ce que je fais donc. Mais voilà, moi je suis du département des Vosges. J'ai fait 20 ans la route comme chauffeur routier. J'ai roulé, j'ai roulé sur l'Europe entière les 20 premières années. Et puis après, quand les pays de l'Union européenne, enfin les pays de l'Est sont rentrés dans l'Union européenne, eh bien nous les chauffeurs routiers, on allait de moins en moins loin. Et moi ça me convenait pas du tout parce que j'ai toujours aimé aller très loin. Et les 20 premières années, j'allais loin, j'étais content. Et puis après, j'allais beaucoup moins loin. Donc je me suis reconverti, j'ai basculé comme chauffeur de car de tourisme. Et ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je fais chauffeur de car de tourisme. Et ça, c'est un métier qui me permet de parcourir encore toute l'Europe. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, moi, j'aime bien les voyages longs. Je dis toujours à mon chef que j'aime bien partir loin et longtemps. Donc voilà un petit peu, c'est pour ça que voilà, au niveau je suis assez bricoleur, j'apprends vite. Quand j'ai commencé à avoir un camping-car, je me suis dit je vais pas aller à chaque fois chez un concessionnaire parce que eux aussi hein, ils nous raquettent. Et donc comme je bricole pas mal et que j'apprends assez vite, eh bien j'ai commencé à regarder comment c'était conçu, et puis pourquoi c'était conçu de telle ou telle façon. Et je me suis dit, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, que c'était fragile. J'ai vite compris que c'était très fragile parce que moi au départ, j'aurais aimé vivre dans un camping-car à l'année. Hein. Et je sais qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Et si, ça va être possible, mais il va falloir que je change de véhicule, que je vende celui-ci un jour, et puis que j'en achète un gros, quoi, un gros qui sera beaucoup moins fragile. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, voilà, la route, c'est quelque chose pour moi, c'est pas du tout l'inconnu. Hein. Je dis toujours que je suis pas un bon chauffeur. C'est vrai que je suis loin d'être un bon chauffeur, même si les clients qui roulent avec moi me disent souvent que c'est agréable de rouler avec moi. Déjà, j'aime pas avoir la grosse tête, alors je dis toujours que je ne suis pas un bon chauffeur, je ne suis pas le meilleur, je suis loin d'être le meilleur des chauffeurs, mais en tout cas, je suis un vrai chauffeur. Parce que moi, depuis tout petit, je voulais être sur la route. En tout cas, je voulais voyager. Tout petit, j'aurais aimé. Je me disais, je vais conduire des trains. Après, je me disais, je vais faire piloter des avions. Et puis finalement, un jour, j'ai vu un gros camion arriver dans mon village. Et puis, je me suis dit, non, je vais être chauffeur. Et puis, voilà, je suis devenu chauffeur. Et c'est pour ça que je dis, je suis un vrai chauffeur. Parce que tout gamin, j'ai toujours voulu faire ce métier. Et puis dès que j'ai pu le faire, à 18 ans, j'ai commencé à être sur un petit camion comme chauffeur-livreur. Et puis après, je suis parti tout de suite après dans des longues distances. Et j'ai toujours aimé faire ça. Donc voilà, la route, c'est pas quelque chose qui m'impressionne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tout le monde me dit que c'est ma première femme, la route. C'est peut-être vrai. C'est ma première femme, la route. Et c'est mon amoureuse. Ouais. J'ai un petit peu du mal à vivre sur la route là, avec cette crise là de Corona Circus. Là. On n'a pas travaillé pendant un petit moment. Moi, j'ai encore fait un petit peu de bus de ligne, comme ça. On va dire pour pas perdre la main, mais je pense qu'au bout de 40 ans, c'est compliqué de perdre la main. Moi, je me considère pas comme un bon chauffeur, en tout cas pas comme le meilleur des chauffeurs, je me considère pas comme non plus un mauvais chauffeur, mais en tout cas, je me considère comme un vrai chauffeur parce que j'ai toujours voulu faire ce métier et je l'ai fait. Et puis, je continue encore à le faire, il faut que je le fasse encore un petit peu. Donc voilà, je vais reprendre le boulot normalement après le 15. Si vous avez besoin d'un petit coup de main pour acheter un camping-car, eh bien, volontiers, je vous aide. Vous me contactez à cette adresse mail, on voit ce qu'on peut faire ensemble.
Et puis on essaiera de vous trouver un camping-car de bonne qualité, bah, solide. Oui, pourquoi pas? Ce serait bien de trouver un camping-car solide. Les camping-cars qui ont été construits on va dire, il y a 15, 20 ans en arrière, voire plus, sont peut-être plus solides que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais ceux qu'on a aujourd'hui, c'est toujours le même problème, hein. C'est qu'on met de plus en plus de choses dedans, et donc on a toujours ce problème de poids. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on tire un petit peu sur la qualité des matériaux pour gagner du poids, pour ajouter toujours plus de choses. Voilà, dans les premiers camping-cars, on avait beaucoup moins de choses. Moi, je vois mon frigo, il fait quasi 1,50 m de haut, ouais, 1,50 m de haut. Avant, les frigos dans les camping-cars, ils faisaient la hauteur du plan de travail de la cuisine, même plus bas, puisque souvent on les encastrait en dessous. Et tout ça, bah, c'est du poids en plus. Un frigo qui fait 1,50 m de haut, un frigo qui fait 80 de haut, ou 90 de haut, c'est clair que, ou même 1 m de haut, c'est du poids en plus. Donc on met toujours plus de choses, le four, le congélateur, enfin le fraiseur qui est sur le frigo. On met toujours plus de choses, donc obligatoirement on est obligé de tirer sur la qualité des matériaux. Donc voilà. Mais donc pour vous dire qu'on trouvera un camping-car costaud, ce sera un petit peu compliqué, mais en tout cas, bien, on essaiera de vous trouver un camping-car qui vous correspond, on dira. Voilà les amis, eh bien pour moi, habiter dans un camping-car, je vous le dis, je vais finir par ça. Pour moi, dans un camping-car comme celui-ci là que j'ai, donc un camping-car comme Monsieur Tout le Monde, hein, pour moi c'est pas possible. Pour moi c'est pas possible. En tout cas, je parle pour moi personnellement. Hein. Je dis pas ne le faites pas, c'est pas possible. Je dis moi je le ferai pas. Je le ferai, mais j'achèterai un autre camping-car, un camping-car plus avec des matériaux plus solides que je ferai certainement construire. Mais en tout cas, dans ce genre de véhicule, pour moi, c'est pas possible. C'est trop fragile pour pouvoir vivre toute l'année dedans. C'est trop fragile. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo va un petit peu vous aiguiller. Et puis, pas toujours écouter les gens qui vous disent ouais, c'est de la M, 3 petits points. Ouais, non, c'est pas de la M, 3 petits points. C'est comme ça, c'est construit comme ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut que nos politiques nous changent la réglementation. Moi, je dirais que ce serait bien d'avoir un permis comme on l'a pour les voitures, qui 3,5 tonnes, qui irait jusqu'à 6 tonnes, moyennant un petit stage, sans passer un examen, hein, un petit stage d'une dizaine d'heures pour former les gens au poids lourd. Et puis ce serait pas mal. Il faut vraiment une formation. Hein. Juste pour finir, on a souvent des accidents et des gens qui nous disent bah oui, c'est les freins du camion qui ont lâché, c'est les freins du car qui ont lâché. Non, non, ça lâche pas, c'est pas possible. Je vais pas vous expliquer comment c'est conçu un système de freinage de poids lourd, mais ça peut pas lâcher. Vous avez toujours quelque chose, vous avez un frein de secours, vous avez, il y a un double circuit sur les freinages. Enfin, je vais pas vous expliquer comment c'est conçu hein, les freins d'un poids lourd, mais ça lâche pas. Simplement, c'est que quand un véhicule poids lourd n'a plus de frein, c'est parce que le chauffeur, il a trop utilisé les freins. Dans un col, par exemple, il a freiné non-stop, quasi toujours le pied sur le frein, et à un moment, ça chauffe, et puis, et puis à un moment, quand c'est trop chaud, et ben vous retrouvez sans frein. Moi, au début, j'étais chauffeur, ça m'est arrivé, dans un col, dans les Vosges, j'allais livrer des fruits, et j'étais assez lourd et ça m'est arrivé. Arrivé en bas du col, j'avais plus de frein. J'ai eu de la chance, j'ai pu m'en tirer assez bien. On va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire voilà, un petit stage de mise à niveau, une dizaine d'heures, sans passer un examen.
ce serait le moniteur qui va vous faire votre stage, qui pourrait dire, voilà, vous êtes apte à conduire un véhicule qui va faire 6 tonnes. Voilà, à partir de là, à partir du moment où on arrive déjà dans un véhicule qui ferait 6 tonnes de poids total en charge, eh bien, on arriverait déjà à construire des camping-cars qui seraient un petit peu plus solides. Les constructeurs, ils auraient un petit peu plus de marge. Alors, plus on monte dans le poids, bah, plus c'est bien. Mais déjà 6 tonnes, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de bien. On pourrait déjà construire des camping-cars plus solides et puis et moins fragiles et avec une charge utile un peu plus élevée. Voilà les amis, je vous laisse sur ça. Et puis oui, une dernière petite chose, je vais revenir bientôt sur une vidéo. Je vais vous parler d'un site internet sur lequel j'ai commandé des petites pièces pour camping-car, et puis j'ai pas eu ce que je voulais et j'ai pas arrivé à changer. C'était compliqué. Ce site internet, je veux vous en parler parce que c'est pas normal que vous commandiez et puis on vous envoie pas ce que vous avez commandé. En plus de ça, après, c'est une catastrophe pour pouvoir changer. Donc je vous parlerai de ce site-là, et puis aussi je vous parlerai aussi d'une balise GPS que j'ai achetée il y a bientôt un an. Ça fait bientôt un an, j'ai acheté cette balise. Alors pour moi c'est pareil. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise balise, hein. Mais ça peut être utile d'avoir une petite balise dans son camping-car. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui veulent vous voler votre camping-car, ils ont des brouilleurs de balises, hein. Donc si vous avez une balise dedans et puis qu'ils ont un brouilleur et ils vous brouillent votre balise et puis vous savez plus où est-ce qu'elle est, hein, vous savez pas où est-ce qu'elle est. Mais enfin, voilà, on sait jamais. Des fois, ça peut être rassurant d'avoir une balise GPS. Moi, j'en ai acheté une donc il y a un an. Et je vous en parlerai. Pour moi, je vous dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise balise. Mais il y a des choses qu'on vous dit, qu'on vous fait croire pour que vous achetiez ce genre de matériel qui sont fausses. Alors, on en parlera dans la prochaine vidéo. Je reviens assez rapidement pour cette vidéo. Les amis, il y en a beaucoup qui commencent à partir en vacances, là. Quand je vais sur la route, je vois beaucoup de camping-cars sur la route. Puis il va y en avoir de plus en plus, hein. Et donc, bonnes vacances, prenez soin de vous, puis attention sur la route. À bientôt tout le monde. Ciao!